Flavius, Bacchus, de la Rome antique au vin authentique. Salut Bastien, salut Flavien. Salut Thierry. Merci de me saluer, ouais, c'est sympa. Flavius Bacchus numéro 2. De quoi tu nous parles ce soir, Flavien? Bah écoutez, la dernière fois on a goûté un 2 blancs. Exact, je m'en rappelle. Aujourd'hui, encore dans l'opposition, je vous propose 2 rouges. T'as vraiment l'esprit de contradiction quand même. Hein. Ouais, contradiction, je sais pas, mais en tout cas c'est important, hein, c'est des couleurs qui nous plaisent. Hein, je veux dire, le rouge, on aime ça. C'est souvent, on commence d'ailleurs par le vin rouge. Hein. Moi j'ai commencé par le rouge, j'ai pas aimé le blanc. J'ai pas aimé le blanc longtemps. Petit, donc voilà. La dernière fois, on a fait une opposition de 2 cépages. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 2 vins, mais d'un même vigneron, hein, de 2 vignerons, hein, en l'occurrence Pierre et Mireille Mann, des vignerons que je connais depuis 15 ans maintenant. Voilà. Qui sont situés à Le Cat, un peu au-dessus de Perpignan. Voilà, pour situer. On longe la Méditerranée. Donc voilà. En brun marin, il y a de la fraîcheur aussi là-dedans. Donc, bon, la dernière fois, on a parlé quelques petites choses comme ça, hein, sur la dégustation, regarder, sentir. C'était cool, je me rappelle un peu, ça fait quelques temps, mais je me rappelle. Goûter, ouais. Mais bon, quelques temps, mais il fait toujours beau. Oui. Toujours beau aujourd'hui, donc je vous ai choisi un petit vin qui s'appelle Rouge à siroter, pour commencer, RAS, hein, Rouge à siroter. Ouais. Qui est un vin un peu canaille, hein. Canaille, j'aime bien dire ça, fruité. Moi j'aime bien l'entendre, ça tombe bien. C'est gourmand. Du coup, ça donne même envie de le goûter. Exact. Mais là, il fait un peu de la rétention, on ne goûte pas, donc. Non, mais c'est gourmand, c'est croquant, c'est vraiment des vins qui sont ronds, qui sont pas prises de tête, quoi. Hein, vraiment à partager entre copains. C'est l'apéro. Hop, on ouvre un peu de pâté, on prend un peu de jambon chez Jean-Henri Rousseau. Clac. Petite séquence placement de produit. Placement de produit, non mais c'est vrai. Bon, c'est des copains, hein, c'est des mecs qui on a l'habitude. Enfin, qu'on a l'habitude de croiser et qui agrémentent bien nos dégustations aussi. Hein. Du coup, ça c'est vraiment le vin à partager, de partage. Je vous propose de dire c'est pas le vin à picoler tout seul comme un Suisse, en alcoolo fini. On peut, mais du coup c'est moins à partager, quoi. Hop là, on va verser, vous allez voir tout de suite, hein, vous rentrez. Donc, avant de faire quoi que ce soit, j'ai une question que je veux pas oublier, d'accord? Attends, donne-moi la bouteille. Je vais servir Sam là-bas qui crève de soif. Sam est toujours éloigné, et ça serait bien qu'il se rapproche quand même de nous. Hein. Tu nous avais dit bouteille blanche. Je rappelle que Sam est notre technicien. Il a besoin de boire aussi, il a le droit. Voilà. Et la question, c'est moi, quand j'étais petit, voire ado. Moi j'ai grandi dans une famille de mecs qui buvaient que du Bordeaux, toi qui juraient que par ça, et donc chaque fois que tu buvais un vin, on t'appelait ça château machin, château truc, c'est toujours assez pompeux. Et depuis quelques temps, je trouve que les vins se lâchent sur les noms, quoi. Entre le rouge à siroter, qu'est-ce que j'ai vu comme autre nom, des trucs genre des jeux de mots avec les titres de films et tout, les mecs qui font plutôt pas crédibles alors que les vins sont bons, énormément, quoi. Énormément, comment ça se fait, ça date de quand? C'est une ça nouvelle vague. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vin, déjà à l'époque, on en buvait beaucoup de vin, hein, beaucoup plus de vin en France. Hein, vous savez, vous vous rappelez, les maçons, c'est caricatural, hein, mais souvent il y a des petites bouteilles de rouge à 10 degrés, à 8 degrés. En fait, le vin, même Pasteur à l'époque, hein, on disait il faut boire du vin. Il faut boire du vin, pourquoi? Parce que l'eau, en fait, il n'y avait pas forcément du contrôle. Niveau bactériaux, on vit dans une époque où maintenant tout est contrôlé. Hein, c'est de la stérilisation, on stérilise tout d'ailleurs. À l'époque, bon, c'était un peu plus compliqué. Donc bon, il y avait des maladies. Qu'est-ce qu'on faisait? On buvait un peu de vin parce qu'il y a une fermentation alcoolique. Et la fermentation alcoolique, obligatoirement enlever toutes ces petites maladies qu'on pouvait choper. Donc tout le monde buvait du vin. Tu vois, Bastien, ce soir, tous les deux, on se soigne. On fait de la prévention. Oui, le Covid, on le met profond. Sauf que bon, là, maintenant, on est dans une époque où on a privilégié vraiment la qualité. On a réduit un peu nos rendements, hein, c'est-à-dire les volumes à l'hectare, en fonction de l'hectare, combien on peut faire de litres, hein, donc l'hectolitre hectare, et on a choisi davantage de qualité. Voilà. Et après, bon, il y a des oppositions en fonction des jeunes vignes, des vignes qui sont un peu plus âgées, comme on a pu parler la dernière fois, je vais pas revenir dessus. Voilà. Donc RAS,
rouge à siroter, 2020. Donc 2020-2021, vous avez compris, c'est un vin très très jeune. Ouais. 3 cépages là, Carignan. Carignan, j'en ai parlé, j'ai fait un petit clin d'œil, cépage qui peut être très dur dans le sud, mais bon, quand c'est bien mené, c'est très intéressant. Du Grenache et du Mourvèdre. Vraiment. Mourvèdre. Première fois que j'entends ce. Joli. C'est un cépage? Très très beau cépage. Oui, voilà. Putain la vache, la première fois que j'entends ça. Voilà. Donc on Terroir sableux, face à la mer, voilà, du vent, hop, le 4, et ça sort en 20 un peu de iode. Voilà. Un peu de iode, mais c'est vrai, vous avez... C'est carrément face à la mer? Ouais, c'est face à la mer, donc c'est intéressant parce qu'il y a du vent aussi, la tramontane, notamment là-bas. Le vent, ce qui est intéressant, c'est que ça sèche aussi un petit peu les vignes. Ça évite le développement de maladies, de champignons, comme on peut avoir ailleurs. Il y a de la chaleur là-bas. Donc la chaleur, ça veut dire quoi? Du sucre. Du sucre, ça veut dire quoi? De l'alcool. Ça veut dire quoi? De la cuite. Voilà, c'est tout. Ça peut vouloir le dire. Simplement, si vous pouvez vous imaginer une chose, et pour faire du vin, il y a une fermentation alcoolique. Bah oui, fatalement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un raisin qui va arriver à maturité. Quand ce raisin-là est à maturité, on va le presser. Il y a des levures qui sont sur la pruine du raisin, donc levure indigène, je répète, là-dessus. Enfin, je répète pas d'ailleurs. Non, tu le répètes pas, j'allais le dire, c'est la première fois que j'entends ça, désolé. Mais... Levure indigène, ça veut dire que vraiment, on rajoute rien, c'est des vins qui sont faits avec... ils ont tout, les raisins comportent tout ce qu'il faut pour le faire. Et en fait, ces levures-là vont grignoter ce sucre et le transformer en alcool. Tu vois un peu comment elles sont ces levures? Elles mangent. Et elles recrachent de l'alcool et du CO2. C'est pour ça que souvent, vous voyez, ça boule, et vous avez déjà vu, c'est un petit peu les cuves qui sont en fermentation, qui dégagent du CO2. J'ai dû le voir. Donc voilà, ces levures, elles ont grignoté. Plus il y a de sucre, plus il y a d'alcool. Ok, mais ça j'avais compris le principe. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le chien de Flavien qui vient de s'ébrouer. Qui a des grandes oreilles. Voilà. Et donc c'est ce qui permet de dire que dans le sud, plus de soleil, des vins un petit peu plus alcooleux que plus fort en degrés, tu veux dire par là? Un peu plus fort, oui. Voilà, ok. En degrés. Mais après, c'est pas pour ça que c'est pas buvable. On peut avoir plus de difficultés à boire des vins un peu plus forts, ce qui est vrai, mais un vin bien fait avec un bel équilibre entre acidité, l'alcool, les tanins, il y a un élevage aussi qui peut rentrer en jeu, c'est intéressant quoi. J'avais déjà remarqué la dernière fois, tu parles d'élevage, mais pour moi l'élevage c'est en gros élever des vaches quoi, donc c'est quoi un élevage pour un viticulteur? Je préférais t'en parler sur le second vin parce que vraiment c'est un vin qui va davantage s'y prêter. Okay. Là on est justement là-dessus, il n'y a pas forcément d'élevage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrique. Là on est sur de la cuve, ça a été fermenté, c'est du jus de raisin, c'est ce qu'on recherche, voilà, du croquant, ce que je vous ai dit, du gourmand, c'est ça qui est important, donc on le goûte, voilà. On le sent d'abord parce que c'est important. On l'a regardé. Oui, j'ai regardé. Alors, moi, c'est ce que j'appelle une belle couleur, mais bon, je sais pas si. Je le trouve assez clair pour un rouge, du coup. Alors voilà, on voit quasiment à travers. Ouais, mais les rouges ténébreux, là, moi, ça me fait peur. C'est le principe un peu. On n'a pas extrait outre mesure. Ce qu'on a cherché, c'est vraiment avoir aussi de la fluidité. Enfin, tu vois, en bouche, c'est vraiment quelque chose de gourmand, quoi. Effectivement, ça ressemble à du jus de raisin. Ouais, un peu, ouais. Un peu foncé, vrai jus de raisin, mais ouais. Donc là, on passe au nez. Un nez pas trop complexe. Bon, alors vraiment porté sur j'arrive pas. J'aurais bien aimé balancer un truc génial, tu vois, super efficace, ça sent la banane, adjectif, et j'ai que dalle. Oui, mais pourtant il y a quelque chose. Ça serait dommage que ça sente la banane parce que là vraiment c'est pas vraiment. Non, c'est pas. C'est clairement pas. Mais... J'ai envie de dire, je vais dire une énorme connerie, je me lâche. Vous avez le droit de rigoler, enfin pas trop fort. Moi je vais passer au tabac. Mais je suis un drogué du tabac, donc. Bah, écoute, après je sais pas, c'est des ressentis. C'est une manière gentille de te dire que non, pas du tout. Non, mais là, c'est vraiment des fruits rouges, quoi. On croque, ça sent le raisin, quoi. Ça sent le raisin, ouais, d'accord. En fait, je confonds raisin et tabac, d'accord. C'est très simple, un rouge à siroter, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Ouais, c'est vraiment cool, ça. C'est cool. Vous voyez, en bouche, c'est rond, hop, c'est facile. On prend un peu de pâté, un peu de jambon. J'en prends. Et tout de suite, c'est facile, quoi. C'est vin de partage, on s'arrête pas dessus. Est-ce que tu appellerais ça un vin de casse-croûte? On s'arrête pas dessus. C'est trop péjoratif. Dans le sens où ça se picole, quoi. C'est vin de casse-croûte. Non, c'est pas péjoratif. Et alors, pour regarder l'étiquette, là, en direct, c'est 2 auréoles de vin qui font l'étiquette, donc c'est assez joli. Mais... de raisin, oui, de vin. Comme des taches de vin.
Et par contre, c'est marqué servir frais. Donc c'est quel... Alors oui, important aussi, servir frais. Vin, voilà, comme ça sur le croquant, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est la fraîcheur, le fruit. Donc les fruits, on a envie de les manger frais, c'est comme quand tu manges des fruits. Tu vois, des fruits chauds, tu prends une fraise, elle est chaude, ça sera toujours moins bon quand elle a la bonne température. Bah, c'est le même principe. Sortie de cave. Moi je dis, 12 degrés, c'est bien. 12 degrés, hop, tu vois, en verre, ça même va pour du rouge. Oui, pour du rouge, oui, bien sûr. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très frais, qui en bouche ne tient pas trop en bouche. On croque dans la grappe et ça s'éteint. C'est vraiment un vin de partage de copains. Le grand cliché du vin pour les nuls, enfin à ma connaissance, c'était on boit les vins de Touraine, les vins de Loire. On les boit frais. C'est le seul rouge qu'on a le droit de boire frais, toi, il y a 20 ans. C'est vrai, mais maintenant ça se fait aussi sur d'autres vins. Ça dépend de la façon de ce que tu recherches en fait. C'est que là on est vraiment sur des profils de vins. Ils se sont adaptés en fait à notre consommation. Les vinifications maintenant sont beaucoup plus précises. Ils ont des outils qui leur permettent de déterminer un moment, à quel moment, enfin quand ils vont récolter, pour pas que le raisin soit trop mûr non plus, donc trop cuit, ça serait un peu lourd, ou pas assez mûr, un peu végétal, tu vois. Là il y a des bonnes maturités au niveau des raisins, et on cherche pas à avoir trop de complexité, donc ce qu'on veut c'est vraiment croquer dans la grappe. Ouais. Un vin frais. Ouais. Mais j'avais déjà goûté celui-là. J'avais déjà trouvé bon, rappelle-toi. Oui. Et ben, je suis toujours pas déçu, quoi. Il est vraiment bien. Non, mais c'est bien. Et alors, là, en l'occurrence, pour faire être plus précis en image, on le boit en mangeant de la charcuterie. Est-ce que tu penses que c'est adapté ou est-ce qu'il y a des trucs C'est totalement adapté. C'est pas un vin que tu peux mettre sur table, par exemple avec une côte de bœuf. Tu vois, il y aurait pas de sens en fait, aucun. C'est vraiment le vin. Je le répète, je me répète beaucoup, mais on ouvre, on se prend pas la tête. Du pâté, c'est entre copains, autour d'une table. Clac, on a ça, on met une boîte de pâté ou du jambon et voilà, et c'est parti. Est-ce que tu veux dire que le pâté est un attribut de l'amitié Est-ce que tu veux dire que les véganes ne peuvent pas être amis? Je plaisante. Non, mais tu as raison de dire ça parce que tu peux très bien manger ça avec une crème montée avec des herbes et des carottes et c'est parfait. En fait t'as raison. Je l'imagine comme ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Oui, parce que t'as la fraîcheur et t'as raison parce qu'après chacun trouve son plaisir là où il le souhaite. Quoi. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, ce que je vous propose, c'est toujours même donc vigneron, Mireille et Pierre Mann. Les mêmes viticulteurs. Voilà, exactement. Le cas de toujours. Retour aux sources. Donc là, on est sur un vin un peu plus sérieux. Alors, je viens de comprendre un truc. Je suppose que c'est fait exprès. Entre rouge à siroter et retour aux sources, les amis, ça fait les mêmes initiales. On est du RAS numéro 2, là. On est du RAS numéro 2. C'est bien malin. Mais t'as raison. Sauf que bon, là, tout de suite, on parlait de vinification. Là-dessus, il y a ce qu'on appelle au niveau des vinifications. Déjà, c'est en 2017, donc on voit qu'il y a eu du travail qui était un peu plus. C'est-à-dire qu'avant d'être commercialisé, si tu veux, il y a un travail, notamment d'élevage. On va commencer d'abord par la vinification. Donc, vinification, c'est vraiment la transformation du sucre en alcool, où il y a des remontages, ce qu'on appelle des pigeages. Ça vous parle pas, je sais que ça vous parle pas, mais quand on met du raisin dans une cuve, qu'on l'écrase, à un moment donné, ça part en fermentation alcoolique. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit, ça dégage du CO2, ça transforme le sucre en alcool. Le CO2 fait remonter tout ce qui est un peu peau, ça crée un chapeau en fait dessus, une sorte comment dire, du raisin un peu solide qui est sur le haut de la cuve. Le pigeage consiste à prendre le chapeau et à le faire plonger dans la cuve. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet d'extraire un petit peu plus du vin. Donc on va chercher l'extraction. C'est le principe du sachet de thé, si vous voulez. Voilà, okay. Si vous prenez un sachet de thé, vous le laissez 1 minute ou 3 minutes, tout de suite ça n'a pas la même chose. Et vous voyez très bien le geste qu'on peut avoir avec du thé, où des fois on fait cet aller-retour du bas vers le haut, pour extraire. Je le fais très vite et très violemment. Et ça peut. Donc ça c'est le pigeage. Et le remontage, c'est prendre le jus et le remonter par-dessus. Voilà, tout simplement le chapeau. Et en fait, il pénètre dedans. Et on va extraire davantage. Donc ça, c'est un travail qui dure environ 3 semaines. Voilà, 3 semaines de vinif.
Ensuite, il y a l'élevage. T'en parlais tout à l'heure, on peut en parler là, de l'élevage. Parce qu'il y en a vraiment un élevage. C'est un élevage de 9 mois. C'est pas un élevage très long, mais c'est un élevage assez sérieux. C'est une gestation. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre, grosso modo, ils vont prendre leur... tous les jus, en fait, qu'ils ont eu, sélectionnés, pour cette cuvée, retour aux sources. Et ils vont le faire vieillir donc 2/3 du jus en cuve béton pour ce vin, retour aux sources, donc des cuves qui sont en béton, et 1/3 en foudre de chêne. D'accord. Donc l'intérêt, si tu veux, c'est qu'il y ait un peu cette micro-oxygénation, que le vin vieillisse un petit peu, et dans le foudre de chêne, qu'il y a un échange avec le bois. Et une micro-oxygénation. C'est ce qui va apporter, tous ces échanges vont apporter une certaine complexité. Et au niveau des arômes, on a les arômes primaires, qu'on appelle primaires, c'est les arômes primaires, c'est les arômes de la vinification, et on a ces arômes secondaires de l'élevage qui vont rentrer en jeu dans le vin. Et on va avoir un vin qui sera beaucoup plus complexe. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que celui-là... Pour être plus clair, c'est que Retour aux sources, c'est un vin plus complexe que RAS. Ouais, même si les initiales sont les mêmes. Oui. Voilà. On va goûter. Oui. Ah ouais. Et après, balance. Voilà. On va dire s'il est un peu plus complexe. Donc moi, ce que j'ai retenu par rapport à la première fois qu'on s'est vu, c'est le premier vin est dans un verre très clair. Donc c'est du vin qui se conserve pas. Alors le verre, tu parles de la bouteille, la bouteille, bouteille très claire, transparente, voilà. Donc et là, celui-là, opaque. Voilà, exactement. Le retour aux sources. Donc on goûte, et après je vais vous refaire un petit clin d'œil, parce qu'il y a aussi, on peut parler du verre. J'en ai pas eu beaucoup, si je peux me permettre. On peut parler du bouchon. Exact. Par rapport aux autres. Flavien, mais comment ça se fait que tu... Après ça, on n'a pas eu beaucoup de choses non plus, mais... Sam. Bastien, c'est un ami. Mais Sam, il est beaucoup trop éloigné, ça va pas du tout. Mais Sam, il fait en sorte que tout fonctionne bien. C'est notre régisseur général. Et ainsi, moi j'ai une question par rapport à ton explication précédente. C'est foudre de chêne, c'est quoi ? Alors, foudre, tu vois, t'as les barriques. Foudre, c'est déjà une grosse barrique. D'accord. C'est-à-dire que c'est un gros contenant. Tu vois, Sébastien, sans vouloir te faire la honte, je le savais. Tu le savais ? Je caricature. T'as aucune honte, je ne le savais pas. Demi, full, tu vois, en fonction. T'as les barriques, la bordelaise, c'est 225 litres, tu vois. Tu vois, tu la vois très bien, la bordelaise. C'est la barrique classique, qu'on voit beaucoup. Il y a la bourguignonne aussi. Mais bordelaise. Après, t'as les demi-muits, bon, ça fait 300, t'as les 600 litres. Enfin, tu vois, les foudres, c'est des grosses barriques. D'accord. Je caricature un peu le truc, enfin j'exagère rien d'ailleurs, mais c'est le principe en fait. Voilà. Donc ça c'est important parce que la barrique, plus c'est petit, plus le vin est en contact avec le bois. Ce qui est logique. Évidemment. Attendez, laissez-moi réfléchir. Exact. Donc c'est logique. Oui, non, c'est logique. Donc on va chercher davantage de l'échange entre le bois et le vin. Plus c'est grand, moins on va chercher à impacter tout ça. Donc ça, on en parlera une autre fois, parce que j'ai prévu, sur une prochaine émission, de vous parler vraiment... Putain, t'anticipes à mort, c'est bien. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment sur un vin avec ces cépages, là, donc Carignan et Grenache Mourvèdre. Ah putain, j'y arrive pas, celui-là, le dernier, j'arrive pas à me rappeler. Ouais, mais après, si tu veux, on est plus sur un vin gourmand, qui va être racé, un vin de caractère. Non, je l'ai pas encore goûté. On va goûter, donc là, l'œil déjà, vous voyez en couleur. Parce que c'est important, l'œil. Il est beaucoup plus foncé que le précédent. Nettement plus foncé. Ils sont bons. Ouais. Donc là, vous allez comprendre un petit peu ce qu'est l'élevage. Déjà, au niveau de la bouche, ça va vous changer. Au niveau de la longueur en bouche. Ok. Tout de suite, vous voyez, je perçois, ça prend. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus long. Ce qu'on appelle les caudalis, d'ailleurs. Les caudalis. Ça vous parle, ça, caudalis ? Pas du tout. Vous connaissez pas les caudalis ? Non, mais carrément pas. Si, mais ça, j'ai une c'est des produits de beauté. Produits de beauté. Produits de beauté à base de vin. Caudalis. Pardon, ça vous parle pas ? Caudalis. Si. T'es en train de déconner. Non, caudalis, c'est l'unité de mesure de la longueur du vin en bouche. C'est-à-dire qu'une caudalie, ça va être déterminé par 1 ou 2 secondes. Voilà. Et on dit un caudalie, 2 caudalie. Mais là il est long, je l'ai encore là. C'est très long. Je l'ai encore là.
Voilà, donc là on voit que déjà c'est beaucoup plus sérieux. Ça c'est un vin qui va se prêter d'ailleurs à une viande rouge, on en parlait, une belle côte de bœuf, quelque chose qui est en bouche, il faut quelque chose de sérieux à côté. Parce que ça, par opposition à l'apéritif, tu vois, tout de suite c'est prenant. Ouais, tu finis pas la soirée. Ça c'est un vin où il faut accompagner quelque chose. Non, tu finis pas, je sais pas. En tout cas, tu la commences un peu trop sérieusement. Est-ce que tu me jures sur ta tête que demain matin la Caudalie sera passée? T'as vu, c'est incroyable, hein, la longueur que tu peux avoir en bouche. Dingue. Retour aux sources. Voilà. Donc, toujours cépage du Sud. Hein. Excellent. On n'a pas parlé pour nos amis pauvres, on n'a pas parlé du prix de ces vins. Ouais, RAS, le premier, rouge à siroter, on est sur du 9-10. 9-10, voilà. Honnête, là, retour aux sources, on est tous aux alentours de 16 €. Ah ouais, d'accord, c'est un vin de bourgeois, d'accord. Ça coûte tout de suite plus cher, mais pourquoi ? Élevage, immobilisation, le vigneron le garde, derrière, il y a aussi des foudres qui coûtent un petit peu plus d'argent. En tout cas, il est vraiment très bon. Après, c'est récolté main, les rendements sont beaucoup plus faibles aussi. On va sélectionner vraiment les meilleures grappes. Souvent les meilleures parcelles. Et des vignes qui sont un peu. Est-ce que tu dis on sélectionne, ce sera le mot de la fin, je pense qu'on doit être largement atteint le niveau. Alors, est-ce que les meilleures grappes sous-entend que les moins bonnes grappes, elles servent à quoi? Elles sont utilisées par ailleurs pour un vin plus différent? Ce que je te dis là, on a cherché vraiment à extraire vraiment le profil à bloc de toutes ces grappes de raisin. Donc on a fait des pigeages, des remontages. L'autre, on va avoir, c'est beaucoup plus court. Donc on va chercher vraiment du croquant, tout de suite le fruit, mais pas la complexité. La complexité, elle est sur retour aux sources, si tu veux. Donc, voilà, c'est vraiment... Je voulais juste vous dire les bouchons. Un petit peu truc, c'est... Ah oui, les bouchons, oui, voilà, parce que je voulais montrer tout à l'heure. Les bouchons, juste pour vous montrer aussi qu'on peut regarder à l'œil, des fois déterminer des vins de soif, plutôt que d'un vin un peu plus complexe. Il y a le bouchon. Là, on a rouge à siroter, on peut le voir, hein, c'est un peu un amalgame de liège compressé, avec une petite couronne, une petite lamelle de bon liège qui sera en contact avec le vin. Et il est collé? Donc voilà, la couronne, c'est une petite couronne collée sur le bouchon. Donc on voit que c'est un bouchon d'une qualité bonne, mais moyenne quand même. Ouais, enfin là, t'arrives pas à le casser quand même. Non, mais c'est pas le casser, il y a de la flexibilité, voilà, mais il y a un beau contact. C'est une belle qualité de bouchon, mais on n'est pas sur un bouchon trop complexe. Le deuxième retour aux sources, là tout de suite, on peut voir que le bouchon, c'est un liège de très belle qualité. Et on voit que le bouchon n'est pas fait en deux parties, mais en une seule partie. D'un seul tenant. Pourquoi ? Parce que ce vin est un vin qu'on peut garder. Un vin qu'on peut garder, qui va avec le temps développer d'autres arômes, ce qu'on appelle les arômes tertiaires. On a parlé des primaires, des secondaires tout à l'heure vite fait, on en parlera un petit peu plus une autre émission. Mais les arômes tertiaires, en fait, se développent avec le temps. Et la micro-oxygénation, parce que le vin respire et le vin est vivant. Le vin évolue. À partir de quand on considère qu'on est passé du secondaire au tertiaire? J'ai l'impression de parler d'histoire. Ouais, mais c'est un peu ça, c'est que en fait c'est juste le temps où le vin va commencer à évoluer et à développer des arômes un petit peu plus complexes. Tu sais, on donne des notes de champignons des fois sur des vins, d'humus, des choses un petit peu de notes de cuir. C'est des notes que tu peux pas avoir naturellement dans le vin au départ, mais qui vont arriver avec le temps. Et notamment la couleur aussi. On va avoir à l'œil des vins un peu plus orangés, des petites auréoles orange autour. Et ça, c'est avec le temps. Donc le temps fait son affaire aussi. Et du coup, niveau temps, donc c'est pas celui-là qu'on peut garder. Ça y est, Bastien confond les bouteilles. On peut le garder combien de temps, par exemple, si c'est 2017 2017, je dirais qu'on peut partir sur une garde de 10 ans sans souci. Voilà. D'accord. Voilà. Alors que le rouge à siroter, ça se boit dans les 2-3 ans. D'accord. Voilà. Donc rendez-vous en 2027 pour s'envoyer une bouteille de retour aux sources. Écoutez, je vous le conseille, et je vous le conseille même en magnum, parce que les magnums ont tendance à passer à les années un peu plus facilement. Voilà. Ah ouais? Plus de contenants. J'apprends un truc. Voilà, ça je le savais. Qu'est-ce que j'apprends? A contrario. Écoute, Flavien, si t'en as fini, t'as le droit de rajouter un truc. Finir, moi c'est compliqué. Non, c'est vrai qu'il faut fermer ton clapet. Donc, faut m'arrêter parce que je pourrais en parler. Ouais. Mais tu en parleras dans une prochaine émission. C'était très instructif. Moi j'ai appris des trucs dont je me rappellerai pas la moitié demain, mais j'ai appris des trucs et c'est bien cool. Merci à toi. À la prochaine pour une nouvelle émission. Je pense que
Mon petit doigt me dit que la prochaine émission, on l'enregistrera à Buja. Et pourquoi on l'enregistrera à Buja, Flavien? Un ami, je crois, un ami comment? Parce qu'un ami commun qui s'appelle Bastien, je crois, un truc comme ça, Bastien a ouvert un restaurant, a repris un restaurant à Buja. Donc l'idée, c'est d'aller... J'ai ouï dire que c'était en cours, c'est pas tout à fait, mais apparemment, on serait les 2 premières personnes invitées. Oui, il me semble. Of course. Et début juillet, je crois, hein, c'est ça le 3 ou 4. Vous êtes les bienvenus, ainsi que tous nos auditeurs, mais je ne suis pas tout seul à reprendre le restaurant. Oui. Donc, je ne voudrais pas faire l'insulte à mes associés amis et collègues. C'est vrai, l'instant. Et vous êtes 3, mais t'es avec nous. Donc on pense facilement à toi. Et par contre, est-ce qu'on pourrait connaître le nom de ce restaurant? Parce que oui, s'il te plaît. Oui. Ce serait. C'est à toi de le dire, c'est pas ça serait quand même une belle surprise, parce que personne ne le sait. Hein, non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Voilà. Donc ce sera l'établissement à Buja. Voilà. L'établissement par Monsieur Bastien Turia et ses amis. Rendez-vous là-bas pour une autre émission de Flavius Bacchus. À bientôt, les amis. À bientôt. Merci. Merci.